Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être ici avec vous pour parler de transition écologique, énergétique des marques. Est-ce que vous saviez que 61% des consommateurs font plus confiance aux marques et aux entreprises qu'en l'État pour résoudre les problèmes liés à l'environnement? Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir 3 super ambassadeurs de marque. Laetitia Cusi, la directrice RSE de Dell Technologies, Jean-Philippe Slovès, le directeur de la communication corporate et de la RSE de La Redoute, et Michael Roguet, le responsable de la transition écologique et énergétique de Boulanger. Ces 3 représentants, j'ai eu la chance de les avoir dans l'empreinte, dans mon podcast, et j'ai décidé de vous les ramener ici à Lille, ville que d'ailleurs pour laquelle j'ai eu un coup de cœur hier, pour nous parler de ces enjeux. Et peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander chacune, de me repréciser le rôle que vous occupez pour vos entreprises respectives. Laetitia, peut-être? Oui, ça fonctionne, oui. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Lille. Donc, Laetitia Cusi, je suis en charge de la RSE pour le groupe Dell Technologies depuis presque 7 ans maintenant. Je suis chez Dell Technologies depuis plus de 18 ans et j'ai occupé diverses fonctions, dont dernièrement la RSE. Voilà. Merci. Jean-Philippe? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Je suis Jean-Philippe Slovès, je suis directeur de la communication corporate et de la RSE, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'à La Redoute, nous pensons que la RSE, au-delà d'une politique dont on va parler aujourd'hui, c'est une affaire d'engagement des parties prenantes, et la communication a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Et j'ai rejoint La Redoute en 2014 lors de la reprise de cette belle marque pour la transformer. Transformation digitale et puis aujourd'hui une transformation écologique. Michael? Bonjour à tous, et donc Michael Roguet. Moi j'ai rejoint Boulanger il y a 1 an, et moi j'ai 15 ans d'expérience dans un tout autre monde qu'est la transformation digitale des entreprises, de ma formation, et j'ai décidé de rejoindre la transition écologique par conviction et engagement personnel, et voilà, et j'ai rejoint Boulanger pour accompagner l'entreprise à créer, construire et piloter un plan de transformation écologique pour viser et contribuer à atteindre la neutralité carbone en 2050. Merci. Et là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a 2 profils qui étaient d'abord sur la transformation digitale avant de passer sur la transformation écologique. Donc, c'est peut-être un des enjeux des marques. Bon, on va en parler. Pour commencer, honneur aux femmes. Laetitia, peux-tu me dresser un bilan sectoriel des enjeux auxquels fait face Dell Technologies? Alors oui, je vais surtout parler pour Dell Technologies, mais effectivement, sur les enjeux, on voit qu'il y a quand même des enjeux principaux au niveau de l'éco-conception des solutions que l'on propose. Ça fait un moment qu'on est déjà dans cette dynamique, comme vous pouvez le voir sur la slide que je vous ai présentée là aujourd'hui. On a initié des programmes, on a été innovants sur des programmes très tôt, notamment sur tout ce qui est utilisation de plastique en circuit fermé. Donc, on réintègre des plastiques dans nos nouvelles solutions qui viennent des solutions précédentes. Également, donc, de l'innovation, puisqu'on réutilise de la fibre de carbone du secteur aérospatial. Donc, ce sont des poussières de fibre de carbone que l'on mélange à d'autres plastiques recyclés et pour en faire notamment les coques de nos ordinateurs portables notamment. Donc, vous avez ici toute une série d'initiatives qui remontent déjà à un petit moment. Et plus récemment, donc, nous réutilisons également les métaux rares des disques durs de nos serveurs ainsi que l'aluminium. Et pour cela, on n'hésite pas à s'associer avec d'autres partenaires, donc, comme par exemple avec Seagate, qui est un constructeur, qui est un fabricant de disques durs, et qui donc permet cette réutilisation non seulement pour les solutions Dell Technologies, mais du coup ça va bénéficier à tous les autres constructeurs. Et c'est là où effectivement la marque Dell Technologies se démarque aussi, parce qu'on a vraiment une volonté d'avoir un impact plus fort, et c'est en s'associant notamment avec d'autres entreprises qu'on va pouvoir agir plus fortement sur les aspects environnementaux. Il y a un deuxième point qui est la partie recyclage, donc traitement en fin de vie et revalorisation du matériel. Donc nous avons traité ce point-là depuis 2006. Donc nous avons une solution de recyclage de fin de vie des solutions informatiques. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure en arrivant avec Jean-Philippe, la transparence. Je pense que c'est maintenant un point clé
un enjeu vraiment pour les entreprises, la sincérité de notre démarche, la transparence. Donc la transparence sur la façon dont on engage avec les fournisseurs de notre chaîne d'approvisionnement, la transparence sur les actions que nous menons et où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs que le groupe Dell Technologies s'est fixé sur les enjeux RSE. Donc tous les ans, il y a des rapports qui sortent, qui sont publiés sur notre site, qui sont librement accessibles, où vous pouvez voir vraiment factuellement les chiffres et constater par vous-même où est-ce qu'on en est par rapport à nos engagements RSE. Donc on a, si on récapitule, éco-conception, qui est vraiment au cœur de votre stratégie, Oui, qui était un vrai enjeu pour le secteur. tout à fait. Oui, oui. Maintenant, effectivement, il faut, je pense qu'on est plus... Au-delà de mettre un pansement, en fait, il faut tout de suite penser... réutiliser et tout de suite penser, effectivement, à comment est-ce qu'on va réutiliser au mieux. Ouais. Et quelle est ta vision à court et moyen terme? On ne va pas parler long terme parce que l'urgence est là. Donc, court, moyen terme sur le secteur. Sur le secteur, je pense qu'il y a une... Face à cette transition, à cette urgence, justement. Oui, donc c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut vraiment être sincère. Ça, je pense que c'est une chose qui est obligatoire et transparent. Ça, c'est un premier facteur. Être impliqué et lancer des actions qui vont à la fois avoir des impacts, parce que c'est vrai qu'on est un groupe international, mais il faut aussi avoir un impact au niveau local en France. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, en France, on a 2 programmes de recyclage qui vont adresser à la fois le marché B2C et à la fois le marché B2B. Donc, au travers du programme Trade-in pour les particuliers qui veulent effectivement pouvoir mieux recycler leurs produits en fin de vie. Et puis également un autre programme donc, pour le marché B2B, effectivement aider les entreprises à correctement recycler et à correctement valoriser leur matériel en fin de vie. Et est-ce que selon toi, c'est devenu un vrai levier de compétitivité pour les entreprises et pas simplement une nécessité d'intégrer ça à sa stratégie ? Alors, oui et non. Enfin, je pense que c'est plutôt une nécessité plutôt qu'un levier de compétitivité. D'ailleurs, on le voit, en France, on a quand même pas mal de lois aussi. On a le gouvernement qui implémente des lois pour qu'on soit effectivement... ça devient une nécessité pour tout le monde. Et donc, je trouve que ce qui est bien, c'est que tous les acteurs, ensemble, agissent. Donc, peut-être pas à des vitesses similaires, mais c'est bien qu'on se retrouve un moment et qu'il y ait des lois donc je fais notamment allusion à la loi AGEC pour l'économie circulaire et l'élimination des déchets. Donc c'est important qu'on ait ces lois-là, que ça soit légiféré, que les entreprises aussi soient non plus montrées du doigt comme des entreprises peut-être pollueurs, etc. Mais que nous aussi, on a lancé des initiatives il y a très longtemps et on est prêt à accompagner les lois et aller dans le sens des lois, voire même au-delà des lois, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc oui, je pense que c'est vraiment une nécessité maintenant. Et quelles limites tu rencontres face à ce développement ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, selon toi ? Je pense que c'est ça, en fait. C'est comment tous les acteurs peuvent agir ensemble. C'est cette coordination. Donc on est un peu dans une espèce de précipitation, je pense. Donc on essaye tous de faire quelque chose, le gouvernement, même les acheteurs aussi, parce que évidemment les utilisateurs sont aussi responsables de leurs achats. Donc, et tout ça, ça se met un peu en œuvre en précipitation. Donc il faudrait que ça se fasse plus tranquillement et de façon plus préparée, je dirais. Donc ça, c'est, je pense, un enjeu qu'il faut vite régler et avancer plus main dans la main sur tous ces aspects-là ensemble. Et tu me parlais de transparence. Selon toi, comment est-ce que Dell, comment toi, en tant que représentante RSE de Dell, tu parviens à sensibiliser le consommateur sur ces sujets-là? Est-ce que c'est quand même le rôle des marques aujourd'hui aussi de sensibiliser, d'encourager à la consommation responsable? Oui, justement au travers des programmes dont je parlais tout à l'heure, puisqu'ils sont accessibles sur nos sites, donc les consommateurs les voient, ils existent, on en parle. Les réseaux sociaux, ça aide aussi de parler, de mettre en avant toutes les actions que l'on met et d'embarquer donc les consommateurs avec nous dans cette dynamique. Donc effectivement, je pense que l'impact des réseaux sociaux, pour le coup, c'est pas mal. Et puis ce que tu fais aussi, voilà. Donc non, mais c'est vrai, voilà, faut le dire. Donc on en parle plus, c'est très bien. Merci Laetitia. Vous aurez l'occasion à la fin de la session de poser toutes vos questions à mes 3 invités. On va passer peut-être à Jean-Philippe. On va parler de la Redoute. Oui. Quels sont les enjeux que rencontre ton secteur d'activité avant de faire un focus sur la Redoute ? Alors, en fait, l'enjeu auquel nous sommes confrontés, alors à la Redoute,
depuis 2014 et depuis qu'on a transformé cette entreprise qui était quand même fortement en danger à cette époque, nous avons tout modifié pour mener à bien une transformation digitale. Et pour autant, on n'a pas voulu mettre de côté la RSE. Et dès 2014, on l'a mis au cœur de notre projet de transformation avec 4 axes: l'environnement, nos clients, c'est-à-dire agir avec sincérité et durabilité envers nos clients, le développement de notre territoire à Roubaix, sur lequel nous sommes implantés depuis 180 ans, et puis surtout nos collaborateurs à qui nous souhaitons donner les clés de l'entrepreneuriat responsable. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu, on sent, et comme l'a dit justement Laetitia, qu'il est sur les produits et sur les consommateurs. Et pourquoi ? Parce que sur l'environnement, bien sûr, nous avons beaucoup fait depuis 2014. Nous recyclons tous nos déchets industriels. Tous nos invendus sont donnés à des associations. Nous avons pris l'engagement d'aller vers une entreprise à zéro plastique d'ici 2030. Et Dieu sait si le plastique dans le e-commerce est important, puisque, pour donner un chiffre, nous expédions chaque année 15 millions de colis qui sont entourés donc, de sacs plastiques. Et donc, nous avons d'ores et déjà pris des initiatives pour passer en plastique recyclé et recyclable, tous ces emballages. Et puis, nous commençons dès l'année prochaine à basculer sur du craft, notamment sur les emballages les plus petits, en gros 50 cm par 45, ceux qui représentent 60% des envois. Donc vont basculer du plastique à l'emballage craft. Donc ça contribue à aller vers la défense de l'environnement et l'élimination du plastique. Et en parallèle, nous diminuons le grammage des polybags, c'est-à-dire ces plastiques qui entourent tous les produits que vous recevez chez vous, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils ne soient pas détruits ou abîmés. Et donc on a réduit déjà de 13% cette année le grammage de ces emballages. Donc on a cette action vers le plastique, mais surtout, et puis on travaille aussi sur le transport, par exemple. On est essentiellement sur du maritime, du ferroviaire, du fluvial, quasiment pas d'aérien, que l'on va, quoi qu'il arrive, arrêter d'ici 2023. Et puis il nous reste à travailler avec nos partenaires sur le dernier kilomètre, qui est un vrai souci au cœur des villes, pour décarboniser ces livraisons du dernier kilomètre. Par contre, l'enjeu majeur qui nous occupe aujourd'hui, c'est les produits que nous vendons. En fait, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise comme la nôtre, 90% de nos émissions carbone viennent des produits que nous faisons fabriquer. Et en l'occurrence, à la Redoute, nous réalisons 70% de notre chiffre d'affaires sur nos marques propres, c'est-à-dire sur les produits que nous créons, que nous développons, que nous faisons fabriquer, que nous distribuons. Donc c'est sur ce plan-là que nous avons un vrai levier. Et donc il faut, nous avons déjà commencé depuis 2014, aller vers comment on baisse l'impact carbone des produits que nous faisons fabriquer. Alors on ne peut pas basculer du jour au lendemain sur de l'éco-conception, c'est pas possible. En revanche, nous avons tout un programme qui vise à travailler sur un certain nombre de critères comme le choix des matières, donc qui permettent, si on passe par exemple en coton bio sur des vêtements, eh bien on sait qu'on va mécaniquement diminuer l'empreinte carbone du produit. Si on part sur des labels pour le bois, parce qu'en décoration maison, nous utilisons beaucoup de bois, donc si on utilise les labels FSC, PEFC ou bois recyclé, nous diminuons aussi l'impact carbone de la fabrication de ces produits, puisque ça vient de forêt, géré de manière responsable, etc. Si nous travaillons sur des labels ou sur des zones de fabrication plus proches du prochain port, du Made in Europe, du Made in France, on réduit aussi l'empreinte carbone. Enfin, si on travaille sur des collections upcyclées, recyclées, éco-conçues, ça reste encore très marginal sur le volume que nous produisons, mais ça va dans le bon sens. Nous diminuons l'impact carbone. Nous développons aussi beaucoup la production à la demande. Par exemple, tous nos canapés, toute notre literie, tout ça est fabriqué à la demande. Donc il n'y a pas de surstock. Donc tout ceci fait que nous allons travailler sur les 90%
de nos émissions de gaz à effet de serre et qui vont nous permettre d'aller vers notre engagement que nous avons pris l'année dernière, qui est d'aller vers la neutralité carbone en 2030. Donc, d'une part, ça va permettre de travailler donc à diminuer les émissions, et en parallèle, nous allons travailler à compenser ces émissions avec notamment notre actionnaire, le groupe Galeries Lafayette, sur de la reforestation. Et en parallèle, nous avons donc 30% de nos ventes qui sont faites en marketplace. Et là, ce sont simplement de la revente, enfin, c'est des marques qui sont distribuées juste sur notre site. Et là, nous engageons un vaste programme avec un partenaire qui s'appelle Positive Workplace, qui consiste à évaluer toutes ces marques sur leur politique RSE, de manière à les emmener, elles aussi, vers nos objectifs de réduction de nos émissions. Donc tout ceci nous amène à cet enjeu que je voulais partager avec vous, qui est pour nous l'enjeu majeur par rapport à l'environnement. Le deuxième étant, et j'arrive à mon deuxième point, c'est, et là aussi Laetitia l'a évoqué, la communication, la pédagogie, ce que l'on fait pour nos clients, c'est-à-dire agir avec sincérité, durabilité envers nos clients, en leur permettant de consommer de manière responsable. Et pour ce faire, l'enjeu, il est dans l'information que nous mettons à leur disposition pour prendre des décisions d'achat responsable. Donc là, on rentre sur toute la problématique d'affichage des informations produits. Et là aussi, nous voyons que les pouvoirs publics nous invitent et nous poussent même à aller dans ce sens, puisque très vite, très bientôt, nous allons devoir, comme dans l'alimentaire, afficher non pas un Nutri-Score, mais un éco-score sur chaque produit qui va placer le produit sur une échelle. Et de la même manière, la loi va nous inviter à développer fortement l'information sur la traçabilité du produit, depuis son origine jusqu'à... et même, et là, c'est encore des négociations qui sont en cours avec les pouvoirs publics, mais nous allons même aller jusque, lorsqu'un client valide sa commande sur le site, devoir afficher l'impact environnemental de l'option de livraison qu'il va choisir. Alors ça, c'est des enjeux qui nous occupent énormément parce que cela vient transformer totalement notre manière de travailler, mais également nos systèmes d'information. Parce que à ce jour, nos systèmes d'information ne permettent pas aussi facilement que cela d'accumuler cette information nécessaire et ensuite de la réinjecter dans nos systèmes pour pouvoir l'afficher facilement au niveau des fiches produits. Donc il y a tout un travail que nous faisons en interne pour à la fois comment dirais-je, récolter cette information et la mettre à disposition. Et c'est mon troisième point, parce que c'est, je crois, un enjeu auquel sont confrontées toutes les entreprises, qui va être aujourd'hui d'inscrire dans le système d'information de l'entreprise le volet RSE, qui n'est pas prévu jusqu'à présent. Et donc, c'est une petite révolution, c'est un vrai challenge, parce que l'enjeu, pour nous, par exemple, c'est, au-delà d'un bilan carbone qui n'est qu'une photographie, à un instant donné, c'est de rendre dynamique cette mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des commandes que nous passons auprès de nos fournisseurs pour alimenter nos collections et vendre ces collections, nous devons enregistrer quasiment en temps réel les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons, en fonction de la matière choisie, en fonction du mode de fabrication du produit, du fournisseur, de son lieu de fabrication, du transport, etc. Cette information doit être captée, elle doit être récupérée, ce qu'on ne fait pas vraiment jusqu'à présent. Il faut l'enregistrer dans nos systèmes et ensuite calculer au fur et à mesure nos émissions, au fur et à mesure, pour pouvoir ensuite calculer les compensations qu'il faut faire. Donc là, on a un vrai enjeu en termes de solutions technologiques qui est devant nous, qui est devant beaucoup d'entreprises, hein, je pense. Il faut être honnête et réaliste et pour pouvoir atteindre les objectifs et mesurer l'avancée vers ces objectifs.
Parce que cette neutralité carbone, il va falloir la justifier et la démontrer, la prouver. Donc, nous avons devant nous ces solutions que l'on connaît. Hein. Il y a des partenaires, des startups qui sont, avec lesquels nous sommes en contact et qui vont nous aider à avancer sur ces sujets. Mais c'est vraiment pas trivial. C'est un enjeu très très important. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet, c'est que pour faire tout cela, et là je rejoins aussi encore Laetitia, c'est qu'il faut vraiment engager toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi des partenaires qui l'entourent, de son écosystème, pour contribuer à atteindre ces objectifs. On ne peut pas faire ça tout seul par une baguette magique des dirigeants de l'entreprise. Il faut engager les collaborateurs qui doivent quasiment révolutionner leur manière de travailler. Il faut engager les fournisseurs, il faut engager un certain nombre de partenaires. Et là, nous, on a beaucoup avancé dans l'entreprise à la Redoute parce qu'aujourd'hui, la RSE est portée par la plupart des directions. Moi, je suis patron de la RSE, mais je dirais que c'est plus toutes les directions opérationnelles qui portent cette politique et cette mise en œuvre de la RSE dans la Redoute pour justement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. En revanche, moi, ma vision, et c'est une intime conviction, et je pense que nous allons avancer dans ce sens à la Redoute, je ne sais pas quand, mais on va y travailler, c'est que des solutions comme l'entreprise à mission ou comme le label Bicorp, qui est encore plus exigeant, sont des options qui vont permettre d'aligner fortement l'entreprise sur ses objectifs RSE. C'est-à-dire que ça va mettre vraiment une vision et des objectifs au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ça va mettre en place un leadership et le courage nécessaire pour avancer avec pugnacité, comme je le disais, sur ses plans d'action et ses objectifs. Et puis, ça va justement emmener et aligner l'ensemble des parties prenantes vers ces objectifs. Voilà ce que je voulais partager pour répondre à ta question. Merci, et c'est vraiment passionnant et ça m'amène à te poser d'autres questions en fait. Toi qui de prime abord était sur la transition digitale, je crois bien. Oui. Tu dois faire face à la transition écologique de la marque. Oui. Est-ce que c'est un challenge supérieur selon toi? C'est ce que j'allais te répondre. C'est un challenge de plus grande ampleur. Je pense que mais c'est tout à fait exaltant. Mais ce que je veux dire, c'est que de 2014 à 2018, nous avons eu à sauver cette entreprise qui était la Redoute pour la faire passer de la vente par correspondance papier, catalogue, à 100% digital aujourd'hui. Nous avons transformé tous les métiers de l'entreprise. Tous. Il n'y a pas eu un seul métier dans l'entreprise qui n'a pas changé dans sa façon de travailler, dans sa façon d'adresser nos clients, dans notre façon de faire du commerce, dans notre façon de livrer et de développer nos services. Et je pense que la transformation écologique est dans la même logique et de plus grande ampleur. D'une plus grande ampleur mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui nous a fait réussir notre transformation digitale, c'est le fait qu'il fallait sauver l'entreprise. Nous étions pressés par le temps. Et donc, nous avions un aiguillon du sentiment de se sauver, quelque part. Et finalement, nous sommes un peu dans la même situation d'un point de vue écologique. C'est-à-dire que nous avons maintenant, et de plus en plus, un réchauffement climatique qui donne ses effets, avec lesquels il va falloir vivre dans les années à venir. Et nous voyons bien qu'il y a une urgence aussi. Et donc, je pense que cette transformation écologique, elle doit se mener avec conviction, avec une vision. C'est vraiment le parallèle qu'on peut faire entre les deux transformations. Une conviction, une vision, un plan bien structuré, financé. Et là, le point de le financement de la transformation écologique est quand même pas trivial. Il faudra peut-être en parler. Parce que c'est là où il faut quand même pas oublier que pour réaliser ces transformations écologiques, il faut aussi continuer il faut pouvoir les financer. Donc ça peut pas être noir et blanc. Il faut continuer à faire du business de plus en plus responsable. Et puis le dernier point, c'est
c'est cette urgence, et cette urgence qui est partagée par les parties prenantes et qui va faire que nous allons avancer, je l'espère, vers nos objectifs. Et si on parle plus globalement du secteur d'activité, quelle est ta vision à court et moyen terme de cette transformation? Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, on parle beaucoup de consomme-acteur, qui a conscience que qu'acheter, c'est voter aussi pour l'entreprise pour laquelle il va consommer le produit ou le service. Comment tout le secteur de la mode peut-il, doit-il se réinventer? Ou va-t-il? Il se réinvente actuellement, quand on prend notre actionnaire, le groupe Galeries Lafayette, avec son mouvement Go for Good, qu'ils ont lancé en 2018. Il y a des vraies convictions, des vraies valeurs et des vraies volontés d'avancer dans ce sens. Je crois qu'il faut être aussi, sur ce point, réaliste et honnête. Nous avons des consommateurs, et je pense que tout le monde doit faire son mea culpa, qui sont un peu schizophrènes. Non mais, il faut le dire. Vous avez des consommateurs qui exigent effectivement des produits toujours plus responsables et qui en même temps exigent des prix toujours plus bas. Nous sommes confrontés à cette réalité. Lorsque nous interrogeons nos clients, parce que nous le faisons très régulièrement à travers un panel pour différentes études, l'environnement ne vient pas en priorité de nos clients quand on les interroge sur la RSE. C'est la santé qui arrive en tête. Bon, la crise sanitaire n'est peut-être pas étrangère à ce constat, mais donc nous devons, en responsabilité en tant qu'entreprise, prendre notre part dans la transformation écologique avec les parties prenantes, à travers une stratégie et des plans d'action qui vont vers des objectifs clairement identifiés, et il faut rendre compte de l'avancée que l'on fait vers ces objectifs. Mais nous devons aussi répondre aux attentes du marché, qui n'est pas que consomme-acteur. Donc il faut apporter les solutions qui progressivement, effectivement, comme je l'ai dit, transforment l'offre de manière responsable progressivement, prend les bonnes décisions pour, par exemple, supprimer le plastique, etc. Mais aussi permettre aux familles de mûrir sur cet aspect de l'écologie, parce qu'il y a beaucoup encore de pédagogie à faire, donc donner de l'information, être transparent, être sincère, et donc emmener aussi nos clients dans cette dynamique. Mais notre mission, c'est vraiment, c'est ce qu'a fait la Redoute de toute façon depuis 180 ans à travers l'histoire, à travers des guerres, à travers des révolutions, à travers des pandémies déjà. Nous avons accompagné les familles. Et la Redoute est toujours là, après plus de 180 ans. Et notre mission, c'est toujours d'accompagner les familles à travers les évolutions sociologiques. Et donc, il faut apporter les bonnes solutions. J'ai peut-être encore une dernière question. Avec plaisir. Tu me parlais du coût oui. de la politique RSE. Ça veut dire que toutes les entreprises ne peuvent pas engager une transition écologique? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que derrière cette transformation, il y a donc des investissements, il y a des coûts. Pour nous, on choisit de faire fabriquer des vêtements en coton bio. C'est des prix supérieurs, enfin des prix de fabrication supérieurs de 10, 20, 30, sachant que le coton bio, il y a une pénurie de coton bio, tout le monde vit de coton bio et la fabrication, la production ne suit pas. Donc il y a des prix qui augmentent. Choisir le maritime avec des prix de transport, de location des containers qui s'envolent actuellement, c'est des coûts supplémentaires. Supprimer le plastique, c'est des coûts, parce qu'on est dans un univers industriel où il faut investir dans des solutions. Et tout ceci doit être financé. Et on ne peut pas fatalement uniquement financer cela par une répercussion dans l'augmentation des prix des produits. Donc il faut bien que l'entreprise soit une entreprise globalement profitable pour être en capacité d'autofinancer des investissements écologiques. Donc c'est une sorte d'équilibre, d'alchimie que chaque entreprise, à sa mesure, dans son contexte, doit adresser. Mais ça ne peut pas être que en transformant d'un seul coup
parce que financièrement, ce n'est pas tenable. C'est obligatoirement progressif, ces démarches. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut rien lâcher sur les objectifs et sur les plans d'action, mais ça ne peut qu'être progressif. Je sais qu'il y a des urgences, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis, par exemple, lorsqu'on parle de de seconde main, de recyclabilité, à un moment donné, il faut bien servir les besoins de nos clients. Il faut bien qu'il y ait des produits neufs qui soient mis sur le marché. Donc, il faut assurer ce service. Et donc, moi, je préfère que la Redoute serve le marché plutôt qu'Amazon. Je suis désolé, mais bon. Merci. Et je pense que ça va être... Moi aussi. Je pense que justement, ça va être très intéressant de voir, d'entendre Michael, parce que vous nous avez parlé beaucoup produits, Laetitia et Jean-Philippe, avec l'éco-conception. Et finalement, on parle de prix, mais comment aujourd'hui on peut faire du business autrement qu'en vendant un produit? Il y a peut-être d'autres services à ajouter. Je pense que Michael va nous éclairer là-dessus. Rebonjour Michael. Rebonjour Alice. Est-ce que tu peux, pareil, me dresser un bilan sectoriel Ouais. pour Alors, Boulanger quand on fait le bilan sectoriel pour Boulanger, donc pareil, on va parler de méthodologie de bilan carbone, comme a parlé Jean-Philippe. Quand on fait un bilan carbone, il est important de le faire sur ce qu'on appelle l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et de faire ce qu'on appelle, d'aller jusque le scope 3 du bilan carbone. Ce qu'on appelle le scope 3, c'est les émissions amont et aval de sa chaîne de valeur. Il y a le scope 1, 2 qui sont nos émissions directes. Et quand on regarde ça, effectivement, on doit regarder l'énergie consommée par nos bâtiments, par nos moyens de transport pour livrer les clients, l'énergie nécessaire pour faire tourner nos machines, nos entrepôts. Mais on doit aussi regarder ce qui se passe en amont et en aval. Et quand on regarde en amont et en aval ce qui se passe, on a effectivement le gros impact qui est lié aux produits que nous vendons aux clients, à la fabrication, mais aussi à l'utilisation, parce que donc, vous connaissez Boulanger, on fournit des solutions électroménagères qui consomment de l'électricité, voire du gaz. Et effectivement, nous aussi, on a les mêmes ratios que Jean-Philippe. Le bilan sectoriel de notre activité, c'est 10% lié à notre exploitation, donc ce scope 1-2, et 90% lié au scope 3, lié aux produits. Et pour donner quelques chiffres, c'est toujours intéressant de les avoir en tête. Effectivement, si on parle d'un ordinateur portable, effectivement, fabriquer un ordinateur portable de 2 kg de produits finis, ça nécessite la mobilisation de 250 kg de pétrole, d'aller chercher une trentaine de métaux un peu partout dans le monde, parfois rares ou qui se raréfient. Ça nécessite dans la production 1 tonne d'eau pour la fabriquer et de générer un peu plus d'1 tonne de déchets cachés. Donc effectivement, quand on a cet ordinateur qui arrive à domicile où on a l'impression que le déchet, c'est l'emballage qu'on a, quelque part, le déchet, c'est pas forcément celui qu'on voit, c'est celui qui est tout en amont, qui a été lié à la production du produit. Et puis, comme je disais, l'utilisation aussi du produit qui va forcément générer aussi de l'émission de CO2 cachée à l'utilisation. Et comment répond Boulanger, du coup, sur l'éco-conception? Mais il y a d'autres choses qui sont mises en place, mais tout m'intéresse. Ouais, tout à fait. Donc du coup, chez Boulanger, donc du coup, nous on a construit un plan de transformation écologique, à la fois pour s'occuper de nos émissions directes de ce scope 1, 2, qui sont évidemment, je dis que c'est que 10%, donc on pourrait dire on s'en occupe pas, mais c'est super important parce que ça nous incombe directement et c'est ce qui se voit, ce qui se ressent de la part de nos clients, nos collaborateurs. Donc on a un gros plan de transformation pour verdir nos moyens de transport. En utilisant d'abord des moyens de transport alternatifs type le gaz qui sont moins émetteurs de CO2, mais on sait très bien que ce n'est pas la solution d'avenir, que c'est une énergie transitoire. Donc comment est-ce qu'après on passe aussi à l'électrique, demain à l'hydrogène. Dans un centre-ville, quand on peut le faire comme ici à Lille, on livre à vélo, cargo, quand on peut le faire sur des petits produits. C'est plus compliqué que pour des gros produits comme des frigos, mais pour les petits produits, on arrive à le faire. Tout un plan aussi d'efficacité énergétique pour consommer moins d'énergie dans nos magasins, pour utiliser l'énergie renouvelable. On est en train de faire des expérimentations pour installer des panneaux solaires sur nos magasins pour produire au plus local.
tout un plan aussi de réduction des déchets, donc vraiment tout un plan sur le scope de ces émissions directes. Et après, sur nos émissions indirectes, donc liées à nos produits, nous avons mis en place un plan de transformation pour ce qu'on appelle rendre notre offre responsable et durable, à la fois effectivement sur des enjeux d'éco-conception, à savoir qu'on on a une petite partie de notre activité qui est liée à des produits en marque propre que nous vendons. Mais aujourd'hui, le gros de notre activité est représenté par les produits de marques internationales que nous vendons, comme Dell, comme Apple, comme Samsung, qui sont, vous le savez, dans notre activité, des grandes marques qu'il est très dur de dépasser en termes d'évolution produit, etc. Donc nous travaillons main dans la main avec les marques pour ce que nous appelons, nous, éco-sélectionner les produits les plus réparables, les plus responsables, faits à partir de matériaux recyclés. On travaille, on accélère fort, nous aussi, pour accompagner la relocalisation de savoir-faire sur le territoire français, en Europe. Avec la mondialisation, on sait que nous avons beaucoup de produits dans notre métier qui sont partis loin de nos contrées. Et on sait très bien que fabriquer en France ces produits, de un, ça permet de limiter le transport, mais c'est aussi fabriquer un produit sur un territoire qui est bas carbone en termes d'énergie. Donc pour nous, c'est très important. Et puis, nous accélérons aussi sur tout ce que nous appelons, nous, les services durables. Comment est-ce qu'on fait pour bien vous accompagner quand vous venez acheter votre téléphone, pour vous mettre une vitre de protection, une protection à l'arrière du téléphone, les services pour bien entretenir tous vos appareils, les faire durer le plus longtemps possible, et en plus après, donc comment les réparer, soit en auto-réparation, soit de venir dans nos magasins pour vous faire accompagner pour le réparer, soit le réparer par vous-même. Et pas très loin d'ici, là, à Anglo, on a justement refait notre magasin et on a ouvert un repair café où les clients peuvent venir avec leur appareil en panne et on les aide à les réparer avec les tutoriels, avec les bons outils, avec les bonnes pièces de rechange, jusqu'à après proposer à nos clients la meilleure fin de vie de leurs produits à travers un service qu'on a lancé il y a déjà 4-5 ans qui s'appelle la Big Collect, qui propose à tout citoyen français de venir soit en magasin, soit lors d'une livraison que nous faisons, nous donner leurs produits en fin de vie, que nous allons ensuite essayer de donner une troisième, moi j'appelle ça une troisième vie dans l'économie sociale et solidaire, des réseaux type Envie et Emmaüs, et quand le produit n'est vraiment plus réemployable, pouvoir le recycler dans les meilleures conditions possibles. On va parler business, parce que si tu nous allonges toute la durée de vie de nos produits, ce que j'encourage, hein, clairement, il faut réparer, il faut maximiser ça, surtout quand on voit que 90% des émissions sont liées à la production. Ouais. Mais comment tu t'y retrouves parce que tu vends moins, logiquement. Est-ce que mettre en place ce type de service a un coût? Si oui, lequel? Est-ce qu'il se répercute sur le prix du produit? Ouais, donc il y a différentes façons de le faire et c'est une excellente question. De un, c'est un service que nous proposons, nous, lorsque le client vient en magasin, achète le produit, et on peut lui proposer ce service dès l'achat pour lui proposer du coup tout le service associé d'entretien de l'appareil, de réparation quand il ne va plus, jusqu'à même un produit qui sera hors garantie, comment est-ce que je l'accompagne, je le répare et je l'aide dans sa durabilité, avec tous les conseils qui y vont bien. Et également des modèles même tout intégrés, à savoir que nous, ça fait déjà une dizaine d'années que nous avons lancé la location sur notre domaine, qui était un domaine un petit peu balbutiant il y a encore quelques années, mais qui est en pleine accélération et qui permet vraiment aux clients non plus de prendre un produit pour la possession, mais pour l'usage qu'il va en avoir. Et nous, ça nous permet vraiment de nous positionner comme une entreprise qui accompagne les clients dans l'évolution de leurs usages, plus que comme un distributeur de produits. Et la promesse, c'est que vous êtes étudiant, vous êtes dans un appartement, vous avez besoin d'une petite machine à laver juste pour une période de 9 mois, vous prenez la machine à laver, vous avez tout le service associé d'entretien, de réparation, nous venons au moindre souci, et dès que vous n'en avez plus besoin, vous la ramenez chez nous. Et en imaginant que vous en avez toujours besoin, mais vous déménagez dans une maison plus grande parce que vous partez à la campagne, vous avez un enfant, etc., eh bien, on va vous accompagner et vous fournir une machine à laver qui va être de plus grande capacité et adaptée à votre besoin. Tout en ciblant bien, et ça je ne l'ai pas précisé, c'est que cibler les besoins et répondre aux besoins, ce n'est pas forcément à chaque fois fournir un produit neuf.
Nous avons aussi, et depuis quelques années, accéléré sur le reconditionnement des produits, justement en produits en fin de location, les produits retournés aux clients, pour leur donner une seconde vie et proposer une alternative aussi à nos clients, de dire, et c'est ça pour moi le sens de l'évolution de notre métier, on doit continuer à être proposé, et on aura toujours des clients qui auront une attente d'avoir un produit neuf, mais comment est-ce qu'on fait pour vendre ce produit neuf qui soit de plus en plus responsable, durable, réparable, avec tous les bonnes garanties et les services qui vont avec. Et en alternative, comment est-ce que je peux accompagner mes clients soit à faire prolonger leurs produits en le réparant, l'entretenant, etc. Et également avoir des alternatives type un produit de seconde vie qui pour certains usages marche très bien. Et on le voit sur un marché comme le smartphone qui a gagné une énorme maturité sur la seconde vie. Et nous, on a la conviction que sur l'ensemble des produits de notre univers, de notre secteur, ce marché de la seconde vie a aussi un énorme potentiel devant lui. J'allais justement te poser cette question. Quelle est ta vision à court et moyen terme pour le secteur d'activité? Est-ce qu'on va tendre vers des entreprises plus de services que de produits, selon toi? Oui, moi j'en suis convaincu. Et même quand on dit service, en fait, c'est comment est-ce que mon entreprise, mon enseigne qui est à côté de chez moi, et c'est ça toute la force qu'on a par rapport à Amazon comme tu as cité, m'accompagne au quotidien dans l'usage de mes produits. Et comme je disais, m'accompagne à l'entretien et à la réparation. Et puis, nous, on sait très bien que il y a plein de produits de notre univers qui ne sont pas utilisés par nos clients, qui sont dans les tiroirs, dans le garage, etc. Et des chiffres qui avaient été poussés par notamment la Commission européenne qui disaient que un Européen possède à peu près 72 produits électriques et électroniques, dont 11 qui ne sont pas utilisés et 3 qui sont hors d'usage. Eh bien, comment est-ce que nous, on est là, on est dans la présence de l'esprit des Français pour se dire, je vais aller chez Boulanger pour qu'ils m'aident à faire durer mes produits, et puis les produits que j'ai plus besoin, me les rachètent, les reconditionnent comme produits de seconde vie, qui vont permettre la circularité et de fournir des produits à d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'acheter un produit neuf et qui peuvent acheter un produit de seconde vie. Et pour aller plus loin et répondre à ta question, moi je pense aussi qu'on a qu'en tant qu'enseigne marque, on a aussi un grand rôle à jouer pour accompagner les Français à adopter un mode de vie plus durable. On parlait tout à l'heure de la neutralité, c'est quelque chose que nous devons viser et atteindre ensemble. Ce n'est pas juste à l'échelle d'une entreprise qu'on doit y arriver, c'est au moins à l'échelle d'un territoire, voire à l'échelle mondiale. Et on sait très bien que chaque citoyen du monde et chaque citoyen d'un pays fortement industrialisé et développé comme la France va devoir aussi travailler et adopter son mode de vie pour adopter un mode de vie plus responsable. Et nous, à travers les produits que nous vendons, qui sont au cœur des Français, je pense par exemple au monde du culinaire. Quand on vend un robot culinaire, on doit aussi, et on commence à le faire, de donner les conseils et les services à nos clients pour adopter un mode d'alimentation plus responsable, plus durable. Comment est-ce qu'à travers ce robot culinaire que je vais acheter, qui en plus a un certain poids carbone lié à la fabrication et l'utilisation, je m'en sers justement pour limiter et réduire mon impact environnemental lié à ce que je mange. Ça doit me permettre d'acheter des produits moins transformés d'un point de vue industriel. Ça doit me permettre de manger plus local, certainement plus végétal. De faire du batch cooking, aussi ce qu'on appelle du trash cooking, d'utiliser les déchets d'hier comme alimentation de demain. Et donc voilà, c'est comment est-ce que, au-delà des produits que nous vendons, à travers ces produits, nous accompagnons les Français à un mode de vie plus durable. Et j'ai parlé de l'alimentation, j'aurais pu parler de la mobilité, j'aurais pu parler de l'utilisation de l'énergie à domicile. Et c'est là où effectivement, je pense qu'on a un rôle à jouer au-delà de notre rôle de distributeur et d'entreprise servicielle sur nos produits purs. Ça m'amène à vous poser peut-être tous les trois une question, puisque quand Jean-Philippe justement parlait de cette neutralité carbone, ça englobe tout. Et vous me parliez de sensibilisation, c'est votre rôle, le rôle des marques. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à adresser ces messages, sachant que même la publicité est carbonée? C'est compliqué, il faut aller jusqu'au bout de tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à aiguiller tous vos choix? C'est du calcul? C'est-à-dire, est-ce que vous avez calculé l'impact d'une campagne, est-ce que parfois vous vous dites non, ça c'est plus impactant si on ne communique pas? Parce qu'il y a tout, en fait, tout est carboné aujourd'hui. C'est très très compliqué
cette neutralité carbone? Est-ce qu'on va vraiment y arriver aussi? Enfin voilà, c'est plein de questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, 2030, tu m'as dit neutralité carbone? Si l'on veut rester dans les objectifs des accords de Paris, dont on sait qu'ils sont d'ores et déjà un peu remis en cause, mais bon. Donc il faut déjà tout faire pour participer à cet objectif qui est mondial. Hein. Mais du coup, comment vous faites? Est-ce que vous calculez tout ce que vous faites? C'est ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Je crois que maintenant, la mesure est clé. Il faut tout effectivement mesurer. Donc, on n'en est certainement encore pas à tout mesurer, clairement, dans les campagnes de publicité, des choses comme ça. Mais on y tend. Donc, le groupe Dell Technologies affiche aussi une neutralité carbone à 2050, parce qu'on a un portfolio qui est très large. Et aussi parce qu'on l'affiche sur les 3 scopes, comme le disait notre confrère de Boulanger tout à l'heure. Donc, ça, c'est des ambitions, il y a des choses à faire, notamment sur le scope 3. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où il y a le plus à faire, en amont et en aval, bien sûr. Donc, accompagner les utilisateurs. Aujourd'hui, nos clients, qui sont principalement des clients sur le secteur B2B, nous demandent comment est-ce que Dell Technologies peut m'accompagner à réduire mon impact carbone du parc IT que j'ai aujourd'hui. Donc c'est ça, aujourd'hui, il faut les accompagner, donc leur fournir des solutions qui sont moins énergivores. Et c'est toute l'ambivalence aussi, c'est ce que tu disais, on va de plus en plus vers des demandes qui sont donc on était jusqu'à présent jusqu'au PC as a service, mais maintenant c'est tout, en fait, c'est solution as a service. Donc c'est l'usage qui fait ça. Et donc les entreprises définissent des profils. Donc voilà, il y a peut-être des profils d'utilisateurs qui ont besoin d'avoir des machines qui sont puissantes, parce qu'ils travaillent sur des développements stratégiques. Enfin voilà, et puis il y a peut-être des utilisateurs qui ont besoin d'avoir des machines qui sont peut-être moins puissantes et moins performantes. Donc après, il y a toutes ces choses-là. Il y a des profils qui se dessinent dans les entreprises utilisateurs, aussi certainement chez les particuliers. Et donc c'est toute cette pas ambiguïté, mais cette combinaison entre effectivement, voilà un produit qui va être très durable, mais du coup, s'il est très durable, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a quand même baissé, presque depuis 2014, on a baissé de 76% l'intensité énergétique de nos produits. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les solutions qui sont neuves sont moins énergivores que celles d'il y a 6 ans, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il faut, il faut mixer un peu tout ça et tenir compte de tout ça. On n'a pas encore un produit 100% propre. Est-ce que demain, on pourrait avoir un produit qui ait une empreinte carbone nulle, ou ce serait complètement impossible? Quelles sont les limites, justement, de l'innovation de l'éco-conception? Alors, nous, en tout cas, dans ce qu'on a affiché par rapport à nos objectifs à 2050 sur la neutralité carbone, on affiche clairement qu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, on n'évitera pas la compensation carbone. Ouais. Ça, je pense que voilà, c'est incontournable. Donc, il y a des choses, malheureusement, effectivement, qui émettent des gaz à effet de serre. Et voilà, donc il faudra faire de la compensation. Mais c'est important de le préciser parce que parfois, il faut le dire avec transparence, qu'on ne peut pas. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas en fait avoir des produits complètement neutres en carbone. Et après, ce qu'il faut faire, c'est faire au maximum de la réduction et au minimum de la compensation. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, toute activité humaine produit du carbone. Nous-mêmes, là, on produit du carbone. Donc, si vous voulez, on n'ira jamais vers du zéro émission de gaz à effet de serre. En revanche, travailler à réduire l'impact, parce que on sait bien que, je ne veux pas relancer ce sujet parce qu'il est bien vaste, mais c'est parce qu'il y a eu une accélération de l'activité humaine exponentielle que nous avons un problème. Ce qu'il faut, c'est revenir à un niveau d'activité humaine supportable par la planète. Et donc, c'est cet enjeu qui est de réduire par tous les moyens, dans tous les aspects, la production-produit, la recyclabilité, les déchets, etc. Et si tout le monde s'y met, on va y arriver. Et puis, il faut compenser fatalement. Parce que, par ailleurs, on détruit un peu la nature. Donc, il faut quand même la reconstituer. C'est pour ça que tu me parlais de schizophrénie, en fait, puisque le consommateur veut toujours plus, puisqu'il veut quand même pouvoir consommer. Oui. Et puis finalement, il veut consommer mieux, il veut des marques responsables. Donc en fait, tant qu'il ne réduira pas
le nombre d'objets ou de services qu'ils possèdent, c'est un mouvement parallèle, c'est-à-dire que les consommateurs, comme vient de le dire mon voisin, doivent transformer aussi leurs pratiques, leur mode de vie, etc. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut les accompagner, apporter des solutions. Et en même temps, les entreprises doivent faire le même travail. Et ensemble, on va y arriver. Et avec les pouvoirs publics qui stimulent un peu tout ça, on devrait y arriver. Après, pour répondre à ta question, il faut être honnête. Ce calcul que tu évoquais, il est nouveau pour les entreprises. Et donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement sur ce calcul, parce qu'on est vraiment... si on se cantonnait au scope 1 et 2, tout irait bien. Enfin, je veux dire... mais par contre, on n'adresserait que 10% de notre impact. Donc, c'est pour ça qu'il faut être honnête et travailler sur les 90%. Et voilà. C'était souvent d'ailleurs ce qui était reproché aux entreprises, c'est d'afficher de neutralité carbone sur des scopes justement et pas sur l'intégralité. Et est-ce qu'il y a des outils vraiment fiables aujourd'hui pour la calculer cette neutralité carbone? C'est les startups, tu me parlais de startups. Oui, en fait là encore on est dans l'innovation. Alors il y a des entreprises qui ont investi en interne et qui ont investi fortement, et c'est pas que des outils, c'est des ressources humaines aussi beaucoup, c'est du temps. Parce que aller travailler à récupérer auprès des fournisseurs qui sont évidemment pas toujours à côté de chez soi, mais plutôt à l'autre côté de la planète, toutes les informations dont on a besoin, c'est beaucoup de temps. Et donc, ne serait-ce que sur un aspect, les labels de bois, FSC, PESC, nous avons quasiment une personne à temps plein qui passe son temps à travailler auprès des fournisseurs pour récupérer l'information, les labels dont on a besoin pour prouver que la table que tu viens d'acheter est faite avec du bois certifié. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup d'investissements. Et oui, les solutions existent. Des startups, il y en a un certain nombre sur le marché. Mais c'est aussi ne serait-ce que l'intégration de ces outils nouveaux dans les systèmes d'information existants dans les entreprises, c'est aussi quelque chose. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça prend plusieurs années. Il faut quand même accélérer. Oui. Et il y a aussi des Il y a aussi des organismes internationaux qui sont des agences de notation comme CDP, Carbon Disclosure Project. Donc, nous, effectivement, on adhère à cette association-là. C'est important aussi d'avoir des cabinets qui nous auditent de façon transparente et de pouvoir effectivement avoir leur notation. Et donc, ça aussi, ça donne aussi de la transparence et de la lisibilité pour le consommateur et l'utilisateur final. Ouais. Oui, et le complément que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... Et on a tous démarré, et enfin, ils sont passionnants ces sujets, parce qu'en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'il faut creuser. Et on a tous démarré sur des méthodologies de bilan carbone assez macro, j'allais dire, notamment accompagnées par le CDP ou l'ADEME, etc. Et on se rend compte qu'en fait, et tu l'as dit, ce qui est important, c'est de continuer et de bien mesurer, et mesurer au plus fin. Et sur nos produits, c'est super important, même comme les tiens, de mesurer ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, et de bien mesurer, effectivement, pour un produit donné, eh bien, effectivement, qu'est-ce que ça nécessite comme énergie, comme matière, à la fabrication, à la récupération de la matière première, à la transformation de la matière première, à la fabrication du produit, au transport, jusqu'à la fin de vie. Et en fait, c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, c'est-à-dire que on peut démarrer avec une approche macro, et c'est un peu ce qu'on a fait sur un frigo, globalement, qu'est-ce que ça nécessite comme analyse de cycle de vie. Mais après, entre un frigo d'une marque et un autre, en fait, pour vraiment voir la différence d'impact carbone entre les deux, il faut rentrer dans le détail de chaque produit. Donc ça demande du temps, de l'énergie, mais c'est super important de le faire pour savoir où est-ce qu'on va et est-ce qu'on est bien sur notre trajectoire de réduction d'empreinte environnementale. J'ai l'impression à vous écouter qu'on est sur une forme de solidarité face à cette transition écologique, et que là, il n'y a plus de concurrence qui marche. Ceux qui ont les solutions vont les donner, et c'est un peu l'impression qu'on a, non ?
Oui, oui, et puis il y a même des groupes qui partagent ainsi certains résultats de leur. Je citerai le groupe Kering qui est très avancé sur ce sujet-là, et notamment en investissant en interne, et ils mettent à disposition des résultats qu'on peut utiliser ou pas toujours, mais voilà, oui, c'est vrai, il y a une vraie solidarité parce qu'il y a de l'urgence et que oui, c'est un acte quasiment civique. Ouais, je suis assez d'accord. Contrairement à ce que moi, justement, j'avais vécu dans le monde de la transformation digitale, où chacun avait sa secrète sauce et ne la révélait pas à l'autre, et se partager entre marques des retours d'expérience, c'était parfois compliqué, ou ça se faisait, mais de façon très, très macro. Là, on sent bien qu'effectivement, on est tous prêts à échanger, partager, expliquer dans quel sens on va, à savoir que on se rend tous en plus compte qu'on avance dans le bon sens et qu'on fait de notre mieux et qu'on pourrait toujours faire mieux. Donc, et le but, c'est effectivement de redéfinir aussi un peu les frontières et qu'il y a moins de notions effectivement sur ces enjeux-là de concurrence, de territoire. On doit tous œuvrer ensemble vers une neutralité carbone, et comme je disais, ça ne doit pas se faire au niveau d'une marque, encore moins d'une région ou d'une nation, ça doit se faire au niveau mondial. Donc il faut absolument qu'on le fasse tous ensemble. Ouais, le but commun, c'est quand même de sauver la planète, quoi. Tu vas ajouter quelque chose, Laetitia? Oui, peut-être nous sauver, nous, déjà, d'abord. Ouais. Parce que la planète, peut-être qu'elle s'en remettra mieux que nous, mais oui. Merci à tous les trois. Je vais vous laisser la parole. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez poser vos questions. Qui se lance pour la première question? Ah ben, il y en a plusieurs. Quelqu'un va passer avec le micro. Sinon, c'est moi qui vais passer avec le micro. Ça arrive. Bonjour, Nicolas Karazievitch. Moi, je suis un métier qui est assez atypique. Je suis éveilleur de conscience et en fait, je fais souvent le parallèle entre tout ce que vous avez évoqué là à l'instant, sur des sujets de transition écologique, et je fais le parallèle avec la question de l'inclusion, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare en disant ça, mais c'est probablement beaucoup plus pratique pour moi, en tant que déficient visuel, d'aller acheter mes produits sur Amazon ou d'utiliser un Mac au quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au sujet de la transition écologique, ça veut juste dire que finalement, il y a parfois une difficulté, et c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus, sur finalement l'interconnexion qu'il peut y avoir entre des sujets de société comme celui-là qui nous concernent tous, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Je rappelle, hein, voilà, que ce soit B2C ou B2B, on est tous concernés, puisqu'il y a 80 000 entrepreneurs en situation de handicap en France, donc c'est un vrai sujet. Et ma question finalement, c'est aujourd'hui, pour aller, puisque je vous ai entendu parler effectivement du fait de devoir embarquer les consommateurs sur cette question, est-ce que vous avez aussi intégré finalement cette question d'aller chercher l'ensemble des publics, de laisser personne sur le bord de la route, pour justement qu'on puisse converger tous ensemble vers des objectifs comme celui de nous sauver nous ou de sauver la planète? Merci. Donc, je vous remercie pour cette question, c'est effectivement très important. Donc, j'en ai pas parlé quand je me suis présentée, mais c'est vrai que la politique RSE du groupe Dell Technologies, elle porte sur 4 piliers. Donc, il y a la partie développement durable, dont on a pas mal parlé là aujourd'hui. Il y a le deuxième pilier qui est la diversité et l'inclusion. Il y a le troisième pilier qui est la transformation des vies grâce aux technologies. Et il y a le quatrième pilier qui est un peu transverse aux 3 autres piliers, qui est la protection des données et la sécurité des données privées. Donc il y a quand même 2 piliers, la diversité et l'inclusion, et l'apport des technologies pour transformer les vies, qui vont justement répondre à la question que vous venez de poser. Donc nous, on a des objectifs effectivement très clairs sur les 4 piliers de la politique RSE, sur la diversité et l'inclusion, à la fois pour les employés aussi, qui sont en situation de handicap, qui travaillent chez Dell Technologies, où on fait effectivement, on a des groupes de diversité pour mieux inclure tous les groupes de diversité, d'ailleurs, que ce soit les personnes en situation de handicap ou autres. Et il y a aussi donc des innovations, donc là on est sur le 3e pilier, donc au niveau technologique, pour pouvoir justement aider et aller dans le sens des populations qui sont en situation de handicap, avec des innovations technologiques sur ces sujets-là.
si mes confrères. Oui, aussi pour la Redoute. Depuis un certain nombre d'années, nous travaillons avec des partenaires pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder au site La Redoute et de pouvoir acheter sur La Redoute. Et nous, bien sûr, au niveau de l'entreprise, nous avons une démarche évidemment diversité et inclusivité. Nous avons d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, accueilli dans le cadre d'un projet régional un certain nombre de personnes en situation de handicap dans l'entreprise pour leur permettre de découvrir les métiers de l'entreprise, permettant à travers ce genre d'initiative de générer des opportunités qui n'étaient pas fatalement connues de la part de ces personnes, et aussi de permettre aux équipes à la Redoute voilà, de rencontrer des personnalités et des compétences qui peuvent rejoindre l'entreprise. Donc oui, on a cette démarche également à la Redoute. Ouais, et pour Boulanger, donc au-delà de effectivement tout le programme aussi que nous avons sur l'inclusion et la diversité de nos collaborateurs, vis-à-vis des clients, des citoyens, on fait aussi énormément de choses et on doit toujours s'améliorer, donc on continue. Tous nos magasins sont accessibles PMR, nos sites internet sont aussi travaillés pour être accessibles, notamment pour les déficients visuels. Et aussi, et justement, c'est ça que nous proposons à travers tous les services que nous proposons. Nous avons aussi des services d'accompagnement, de prise en main à distance et même à domicile, où nous pouvons venir à domicile des clients pour accompagner sur et l'installation et la prise en main d'un ordinateur, même d'un lave-vaisselle ou peu importe, jusqu'à effectivement l'accompagnement sur toute la vie du produit, pour qu'effectivement tout le monde, et peu importe son niveau de compétence, puisse être accompagné à l'utilisation, mais aussi à l'entretien, à la réparation du produit, jusqu'à la partie fin de vie. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'ils ont répondu à ta question? Super. Il y a une autre question là-bas. Donc, bon. Vous m'entendez? Oui. Alors bonjour à vous. J'avais une question par rapport d'un point de vue économique et social. On parle beaucoup d'éco-conception, mais finalement, est-ce que le Made in France, excusez-moi, le Made in France, est-ce vraiment réalisable d'un point de vue économique? Puisque vous savez qu'en France, par exemple, pour l'industrie du textile, ça commence à se développer, la culture, tout ça, mais on n'a pas vraiment les capacités à transformer la matière première finalement en matière, par exemple au coton que vous utilisez pour confectionner les vêtements, pardon. Et donc, est-ce que vous pensez vraiment que la population française actuellement est prête réellement à mettre un prix plus cher, puisque le prix va forcément augmenter vu la répercussion de la fabrication? Donc, est-ce que vraiment le Made in France 100% français est vraiment réalisable et accessible à la population, sachant que le pouvoir d'achat a diminué avec la crise sanitaire? Alors, un premier élément de réponse, c'est que d'une part, c'est pas d'abord uniquement un problème de prix. Par exemple, sur l'aspect meuble, tous nos canapés, toute notre literie est fabriqué en France. Bon, parce qu'il y a un certain nombre de fournisseurs, de fabricants qui sont, comment dirais-je, qui répondent à nos cahiers des charges sur le meilleur rapport qualité-style-prix. En revanche, sur le textile, c'est plus compliqué, car à la Redoute, comme dans d'autres marques de prêt-à-porter, nous travaillons sur des volumes extrêmement importants. Et les structures en France qui pourraient, n'existent pas, qui pourraient fabriquer ces volumes n'existent plus en fait. Et donc quand nous travaillons en prêt-à-porter sur du Made in France, en général, c'est essentiellement sur ce qu'on appelle des collections capsules, qui en fait présentent des produits, une collection limitée de produits et en nombre aussi limité. Parce que nos partenaires ne savent pas faire plus. Donc c'est d'abord un problème
de disponibilité de l'outil industriel en France. Alors, je ne parle pas du lin, hein, qui, lui, on travaille avec plus d'autres acteurs pour recréer en France une filière de tissage du lin, mais elle a disparu et donc elle est plutôt en Asie. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas uniquement un problème de prix. C'est plutôt un problème de disponibilité des partenaires industriels. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas tout à fait. En fait, du coup, il est allumé? Oui. Du coup, je voulais savoir si vous pensiez qu'actuellement, la population française était réellement prête à mettre le prix pour changer écologiquement. Et c'est ouvert à tous. Hein, je crois que c'est difficile de parler de la population française d'un seul bloc. Je pense que vous avez des personnes un peu qui sont militantes, des personnes qui sont convaincues, des personnes qui font des choix dans leurs achats et qui préfèrent effectivement peut-être acheter un peu plus cher parce que c'est français, parce que c'est fabriqué en France. Et puis, vous avez des personnes qui ont davantage de contraintes, des foyers qui doivent calculer fortement leurs achats et qui sont contraints par le prix et qui ne peuvent pas. Donc, je ne pense pas qu'on puisse apporter une réponse globale à votre question. On ne peut pas parler de la population française comme ça. Je pense que c'est un mouvement qui est en marche, la consommation évolue, change, et c'est bien. Par contre, ça va prendre du temps. Je peux me permettre en fait, c'est bon. En fait, je voulais savoir si vous pensiez, là c'est vraiment ouvert à tous, que actuellement les personnes qui parlent d'écologie savent réellement à quoi s'attendre, ou alors c'est juste une idée qu'ils ont avec la communication actuelle, avec le mouvement qu'on connaît d'écologie, avec tout ce qui est production, tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment que le consommateur sait à quoi s'attendre ou pas encore? Je ne sais pas si c'est assez clair. Non, tu peux préciser ta question? Je la repose? Est-ce que tu as l'impression que c'est un effet de mode, en fait, l'écologie? Non, du tout. En fait, je demande si le consommateur actuel est prêt vraiment à avoir de l'écologie dans sa façon de consommer, s'il connaît vraiment ce que c'est la production écologique. C'est en réponse, en fait, peut-être quand Jean-Philippe nous parlait de schizophrénie, c'est ça? Est-ce que, en fait, ta question, c'est savoir, est-ce que si demain, ça, c'est complètement écologique, le consommateur va préférer aller vers ce type de produit plutôt qu'un autre? Exactement. C'est ça. En tout cas, ce que nous on ressent, c'est que les consommateurs sont en recherche de sens quand même dans ce qu'ils achètent. Et effectivement, et de plus en plus, nous, les clients s'arrêtent et posent des questions aux vendeurs sur mais où il est fabriqué le produit, c'est quoi la différence entre l'indice de réparabilité et la bilan énergétique. Alors, ce qui est bien, c'est aussi dû à ce qu'on pousse et ce que pousse le gouvernement et ce que cherchent les consommateurs. En tout cas, oui. Il y a des vraies prises de conscience qui sont en train d'être prises. Et moi, pour le coup, sur nos produits, on constate vraiment que, pour le coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, que le Made in France, oui, a vraiment le vent en poupe. Et même au-delà du Made in France, l'aspect local a encore plus. Et je vais les citer. On travaille beaucoup, notamment avec la marque Cep, qui a travaillé et qui est continué pour fabriquer de plus en plus de produits en France. Et quand on dit à un client cette yaourtière que tu achètes ou se fera repasser qu'alors et il a été fabriqué à 50 km du magasin, ça parle. Ça parle aux gens parce que tu te rends compte effectivement que le produit n'a pas fait 3 fois le tour de la Terre pour venir jusqu'à toi. Moi, je vais peut-être essayer de te répondre puisque j'ai un podcast et je reçois beaucoup de marques. Et aujourd'hui, le consommateur a ses combats. Il met du sens dans telle ou telle chose. Ça peut être l'inclusion, ça peut être l'éco-conception, etc. Et quand il achète, aujourd'hui, le consommateur, il vote aussi pour une marque. Parfois, il préfère même voter pour une marque que d'aller aux urnes pour voter pour un candidat. J'en parlais juste en introduction, c'est que 61% des consommateurs font plus confiance dans les entreprises et dans les marques pour résoudre leurs problèmes que dans l'État. Et donc, moi, je pense que, pour beaucoup, on achète encore pour des marques.
ça dépend, hein, on n'est pas tous. Moi, je sais que j'achète plutôt un produit parce que ça m'est utile, mais une personne va acheter un iPhone parce que c'est Apple. Je dis ça comme ça. Donc, je pense que oui, si demain une marque peut s'engager et dans l'intégralité, en fait, présenter presque un programme. Finalement, on présente un programme quand on crée sa marque. Et le consommateur pourra choisir ou non d'acheter cette marque et l'ensemble du programme qu'elle propose. Merci. Je pense que, juste pour terminer sur le consommateur, on parle des consommateurs, en fait. Donc, ils ont tous des objectifs et des priorités différentes. Et peut-être ce qui peut les réunir tous autour d'une même intention d'achat, c'est de mieux prendre conscience des conséquences de l'achat que le consommateur va faire. De savoir que je suis consommateur, j'ai le pouvoir d'acheter telle ou telle solution, tel ou tel produit, et je vais aller parce que si jamais j'achète ça, c'est plus destructeur de la planète que ça. Mais tout le monde n'a pas ces priorités-là en tête. Tout le monde n'est pas dans cette logique. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres priorités, et très bien. Donc peut-être que c'est un long travail, comme le disait Jean-Philippe. On en est encore au début, malheureusement, ça va être un peu long, mais ça va se faire tout doucement. Enfin, tout doucement, pas trop quand même, mais pas trop quand même. Voilà. Ouais. Je peux aider, hein, sinon avec le micro. Hein. Bonjour à tous. Alors moi j'ai deux questions. J'ai une question pour Jean-Michel et après une deuxième pour Mickaël sur tout ce qui touche les sujets de la consommation à l'usage, pour lequel effectivement Laetitia vous aurez peut-être matière à rebondir parce que j'imagine que c'est des modèles qui occupent vos réflexions aujourd'hui chez Dell. Donc la première question pour la Redoute, c'est plus par rapport à votre objectif de neutralité carbone d'ici 2030, qui est un bel objectif. 2030, c'est demain. Et de manière totalement lucide, vous avez reconnu que le principal impact aujourd'hui de vos activités, c'est l'amont, tout ce qui va toucher en fait à la conception, à la production de vos équipements et ou leur distribution quand vous êtes juste dans une logique de sourcing. Donc ma question est la suivante, c'est quel est le ratio en fait de ces actions de réduction que vous allez permettre par des transformations des modèles, conception, production, distribution, par rapport à vos actions de compensation carbone qui, on le sait, sont beaucoup plus faciles à réaliser et en même temps sur lequel on n'a pas forcément de visibilité à moyen et long terme en termes d'efficacité et de fiabilité. On en a, mais pour le coup, effectivement, on est sur une compensation qui, à première vue, est mécanique au regard d'un chiffre. Donc voilà, c'était la question, comment vous aviez pour ambition de gérer les deux et sur quel objectif? Alors, j'ai un peu évoqué ce point et on l'a réévoqué tout à l'heure avec l'intervention de Mickaël, c'est ça. On est au début de la mesure. Je vous le dis. Et donc, et c'est un vrai challenge. Et donc, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire où on en est de la réduction. Enfin, c'est le sens de votre question. Non, c'est plus quel est le cap que vous avez fixé à la route. Ah, le cap, en fait... Voilà, à un moment donné, vous avez forcément dit, oui, pour atteindre cette réduction de neutralité, en fait, ça va être X% pardon, sur la transformation. excusez-moi, j'avais pas compris. Donc oui, alors le cap que nous nous sommes fixés, c'est on est calé sur les objectifs de l'accord de Paris, donc on s'est donné de réduire de 30% en 2025 et de 50% en 2030. Et donc de compenser le reste. Alors sur la compensation, en fait, on travaille donc avec le groupe auquel on appartient, les Galeries Lafayette, et en fait, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Reforestum, et on a deux projets lancés, l'un sur la Chine et l'autre sur la France, de replantation de forêts, notamment pourquoi la Chine, parce que et le groupe Galeries Lafayette et la Redoute ont beaucoup d'activités en Chine, et d'autre part parce que nous avons identifié que la France avait aussi des besoins et la forêt française n'était pas si bien gérée que cela. Donc on a deux projets qui vont avancer sur ces compensations. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité, pour le moment,
à l'heure où je vous parle, on est encore dans un grand flou sur la mesure de nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il faut vraiment compenser. Donc on commence à compenser, un peu à l'aveugle, et on est en train de faire les premiers calculs pour voir déjà tout ce que l'on a pu réduire depuis le premier bilan carbone que l'on a fait. Mais donc, ce que je retiens, c'est qu'à 2030, le cap, c'est 50%. C'est 50%. De compensation. Exactement. C'est la réponse à ma question. Super, merci. Super. Ça marche, ça fonctionne. Et donc, plus sur les sujets d'économie d'usage, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont des modèles extrêmement puissants, vous les maîtrisez, puisqu'ils ont une capacité, en multipliant les cycles locatifs, de couvrir plusieurs usages, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur les volumes de production. Donc ça, c'est plutôt important quand on se fait 90% de l'impact, quand on mesure le scope 3, vient de cette production. Je crois que chez Boulanger, en fait, aujourd'hui, vous êtes sur un cycle locatif, c'est-à-dire que c'est un produit neuf. À la fin de ce cycle, il va partir effectivement dans une chaîne de revente de seconde main, ce qui est déjà en soi une approche plus qu'pertinente et intéressante. Mais la question est de savoir dans quelle mesure vous envisagez de pousser le modèle à son paroxysme et faire en sorte que demain, il n'y ait plus forcément de produits neufs en location, qu'il y ait des produits qui correspondent à un cahier des charges fonctionnel et qu'on soit en mesure à un moment donné de réduire ces volumes de production et pour vous, en tant qu'entreprise, d'augmenter vos volumes d'affaires. C'est une excellente question. C'est vrai que pour l'instant, le modèle qu'on avait créé sur la location était de louer un produit neuf, de le récupérer en fin de vie pour le reconditionner et le revendre en produit de seconde vie, avec un modèle locatif qui était plutôt sur des longues durées d'ailleurs, de 24 à 36 mois. Et tout le travail de transformation de l'activité de location que nous sommes en train de faire, c'est de réduire la durée possible de location, pour descendre déjà aujourd'hui à 6 mois, voire même peut-être de moins à 3 mois. Et de rentrer effectivement dans un vrai cycle de location vertueuse où les produits que nous allons récupérer en fin de location, de pouvoir les reconditionner et les relouer comme produits de seconde vie, un peu comme quelque part comme on a sur le modèle de la location de voiture. Et le but, c'est bien ça, et c'est ce qu'on vise, c'est tant que le produit a une seconde vie louable, de pouvoir continuer de le louer, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, et ensuite imaginer potentiellement une vente de produits de seconde vie, et puis si c'est plus possible après de faire du recyclage. Mais le but, c'est bien effectivement de maximiser le volume d'affaires tout en limitant le nombre de produits achetés, tout à fait. Donc ça veut dire que vous considérez effectivement que ces modèles, on peut maximiser les rotations si et seulement si on est sur une location courte, voire moyenne longue durée, mais c'est potentiellement, selon mon point de vue, pas compatible avec de la longue durée, malgré tous les services d'accompagnement durable que vous proposez pour allonger la durée de vie des produits, la maintenance, l'entretien, l'aide à la prise en main, et ainsi de suite. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Pour des raisons de modèle éco. De modèle éco et aussi un produit qui reste 24 à 36 mois chez un client, c'est plus compliqué de le récupérer dans un excellent état pour refaire un cycle de vie. Oui, avec après, sauf la capacité de Boulanger, c'est votre magie d'avoir ces services d'accompagnement durable qui fait que vous êtes en lien permanent avec le client. Donc, merci de répondre à la question. Avec plaisir. Merci. Je ne sais pas si du coup, sur Dell... Je voudrais juste ajouter que sur le marché du secteur professionnel, c'est un tout petit peu différent parce que maintenant, on voit des clients qui demandent des durées de location plus longues. Donc, on est plus sur quelquefois 4-5 ans, clairement. Donc, il faut pouvoir répondre à cette demande-là et accompagner nos clients dans cette Est-ce qu'il peut y avoir des passerelles entre vos clients professionnels et produits en fin de cycle et puis finalement le marché du grand public ? Effectivement, Dell majoritairement est un produit utilisé dans le cadre de l'entreprise, mais dans l'absolu, ça reste un ordinateur que le grand public pourrait utiliser. Le grand public l'utilise aussi. Et donc, dans ces cadres d'offres d'usage, vous envisagez de faire des passerelles au bout d'un cycle? Peut-être même le mieux, c'est de maximiser. Alors, il y a des passerelles qui se font naturellement dans des grands groupes parce qu'ils proposent les solutions à leurs employés après, donc à l'usage personnel. Donc ça, c'est une première passerelle qui existe déjà. Et après, je ne sais pas trop. Peut-être, oui, on pourrait aussi. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Mais bon, de toute façon, les consommateurs, ils peuvent acheter aussi directement nos solutions sur le site. Super. Bonjour, merci d'abord pour les interventions de très grande qualité, particulièrement intéressantes.
Je crois qu'une des solutions passe par l'engagement des collaborateurs à l'intérieur des entreprises. Et ma question, c'est comment avez-vous fait pour justement embarquer vos collaborateurs? Est-ce par le biais de programmes de formation ou tout autre moyen? Voilà, parce qu'en tant que collaborateur, on est des citoyens, mais on a aussi dans nos postes des actions claires à mener. Bon, alors je vais démarrer. Donc, comme je le disais en me présentant, ça fait plus de 18 ans que je travaille chez Dell. Et l'une des raisons pour laquelle je suis chez Dell Technologies aujourd'hui, c'est justement parce que ce sont les collaborateurs qui embarquent les initiatives avec des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux en local pour le groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable parce qu'on a vraiment le loisir de pouvoir mener des projets à moyen long terme, que ce soit sur les sujets de la diversité et de l'inclusion dont on parlait tout à l'heure, pour mieux embarquer nos salariés en entreprise, quelles que soient leurs différences, mais aussi pour agir et œuvrer pour des causes qui nous sont chères. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple. On a une plateforme qui répertorie plein d'associations dans le monde et on est encouragé à donner de son temps, même sur nos heures de travail. Et quand on a donné plus de 10 heures de son temps dans un trimestre, on se voit reverser un chèque de $150 virtuel et on peut le reverser à une association qui est répertoriée sur la plateforme. Là, on vient de faire Octobre Rose, par exemple, et on a vu donc des salariés dans la France entière se mobiliser pour cette cause et pour au final donner 55 000 € à l'Institut du cancer de Montpellier. On s'est aussi mobilisé pour Gustave Roussy. Mais voilà, pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui parle, parce que c'est vrai que voilà, on a un rôle on est embauché pour avoir un rôle chez Dell, mais on est aussi contributeur d'un changement et d'un impact social ou environnemental en France et dans les autres pays où nous sommes implantés au travers de ces actions. Côté boulanger, et je partage complètement ce que vous avez dit, pour mener ce type de transformation, il faut absolument que les collaborateurs soient engagés et fassent ce mouvement. Et d'ailleurs, moi, la première chose que j'ai fait en arrivant chez Boulanger, c'est ne pas recruter de gens dans mon équipe, et plutôt d'aller chercher dans les collaborateurs de l'entreprise les gens qui avaient envie de faire partie de cette transformation. La personne au transport qui croyait qu'elle avait envie de transformer, d'utiliser des carburants alternatifs, d'aller sur les énergies renouvelables, etc. La personne à l'offre qui avait envie de transformer l'offre. Et du coup, on a monté un plan de transformation qui s'appuie sur des collaborateurs qui sont au sein même des métiers et qui portent un morceau de la stratégie planète de l'entreprise. Et pour répondre à votre question sur la formation, oui, il y a eu besoin de faire un peu de sensibilisation de formation, mais en fait, ces enjeux-là, et d'ailleurs, on en avait parlé à Alice ensemble lors du podcast, c'est beaucoup de bon sens. Quelque part, il faut avoir l'analyse, la mesure sur, ok, un frigo, c'est quoi l'impact environnemental lié à la fabrication et l'utilisation, mais une fois qu'on a ça, on dépiote et puis on se dit, ok, pour travailler, il faut que je diminue la matière première, j'aille chercher matériaux recyclés, que mon produit consomme moins, etc. Et après, je dis que c'est toujours beaucoup de jus de cervelle et après d'échanges, de trouver les marques qui s'engagent par rapport à ça, celles qui ont fait des innovations, comment est-ce qu'on met en avant en magasin et on fait de la sensibilisation vis-à-vis des clients. Donc pour moi, ces enjeux-là, c'est déjà avant tout un sujet de conviction. Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et deux, est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je suis prêt à dépenser de l'énergie? Parce que pour le coup, des fois, on rame à contre-courant. Et pour moi, c'est ces deux sujets-là. Il y a effectivement un troisième sujet qui est la formation. Est-ce que je suis formé à pouvoir le faire? Mais encore une fois, c'est souvent beaucoup de bon sens. Et pour la Redoute, je dirais que nous, on a la chance d'être une entreprise à taille humaine. En fait, la Redoute, aujourd'hui, c'est 2000 collaborateurs, 1000 au siège, 500 dans notre entrepôt logistique et environ 500 à l'international. Et tous ces collaborateurs se sont fortement mobilisés depuis 2014 pour sauver leur entreprise et par là même transformer leur manière de travailler, vraiment se sont remis en cause de manière incroyable. Et je crois qu'aujourd'hui, ils prennent cette transformation écologique
de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de notre responsabilité et de nos engagements, et ils ont à cœur de s'impliquer chacun dans son métier. Et comme Michael l'a dit aussi à la Redoute, j'allais dire, l'implication elle est au niveau des directions opérationnelles, c'est-à-dire que toutes les équipes produits sont à fond sur les objectifs de réduction des gaz à effet des émissions, sur comment transformer les collections. Là, je vous donnerai un exemple très, très, très concret et très récent. La collection prêt-à-porter homme a été volontairement et proposée par les équipes arrêtée en 2020 pour la remettre à plat et repartir sur une collection 100% responsable. Ce qui est le cas pour la collection automne-hiver 2021. Et ils ont bossé vraiment comme des dingues pour vraiment multiplier les critères de matières premières, de Made in Europe, de labels, Ecotex, etc., pour que la collection soit 100% responsable. Donc toutes les équipes produits sont à fond, les équipes logistiques sont à fond pour arrêter le plastique, les équipes marketing sont à fond pour communiquer de manière adaptée et pédagogique vers nos clients sur les sujets RSE. Je ne vous parle pas de notre implication sur le territoire et auprès du tissu associatif à Roubaix. On a notre propre association qui travaille sur nos invendus et qui organise des braderies solidaires au service de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. On est très impliqué auprès du secours populaire. Enfin, voilà, on a vraiment... et puis on a un peu, à l'instar de ce que vient de dire Laetitia, une journée de mécénat de compétences disponible pour chaque salarié qui peut s'impliquer dans une association financée par l'entreprise. Donc et puis, moi qui suis en charge de la communication interne, c'est un sujet qui est le fil rouge aujourd'hui de la communication interne dans l'entreprise. Donc c'est tout un ensemble orchestré d'implication, d'engagement qui fait que on avance tous ensemble et qu'on tient notre feuille de route. Je pense que c'est ce que tu viens de dire, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une ambition d'avoir un impact social ou environnemental s'il n'y a pas la passion des collaboratrices et des collaborateurs en interne qui mènent tous ces projets, quoi, même sur les sujets environnementaux. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Merci. Il reste 3 minutes. On va en prendre une dernière. Ah bah. Alors, une 30 et une 30. On est prêt ? Bonjour. Donc depuis 3 jours, moi ce que je réalise avec beaucoup d'humilité, c'est l'importance de nous former pour répondre un petit peu à ce que disait le jeune, parce que ce que ça suppose, il faut venir là, il faut passer du temps. Deuxième élément, moi j'ai à l'esprit tout ce qu'on dit sur le textile. On sait que c'est un sujet très très difficile au plan industriel. Je suis allé au CETI, je vois qu'il y a très peu de PME apparemment en France et en Hauts-de-France qui sont prêtes à investir pour innover. Donc peut-être qu'il faut commencer par là. Et moi la réponse c'était oui, mais peut-être qu'ils innoveront s'ils savent qu'il y aura des marchés. Et donc moi je viens sur la question de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Parce que dans la valeur il y a tout. Dans la valeur il y a les valeurs et il y a ce qu'il y a de la valeur pour nous. Et donc voilà, juste cette question des 2/3 de l'industrie textile qui met en production pour ne pas vendre, je ne vais pas utiliser un autre terme. Est-ce que c'est exact ? Et est-ce que si on faisait la production à la demande, on ne pourrait pas simplement réduire nos besoins en capacité de production ? Et je vais juste me permettre une petite mention supplémentaire, ce ne sera pas une question. Je vous indique donc un projet que je soutiens, que c'est une mini-forêt, donc le modèle Miyawaki. Ça s'appelle Coup de pouce. Allez voir, moi j'ai une entreprise sur Boulogne, donc j'ai proposé une petite partie de terrain. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, dans vos entreprises, etc. Cet entrepreneur, il est en 5e année d'ingénieur central et il y va. Voilà, donc coup de pouce, allez-y. Une réponse rapide sur le textile. En fait, nous avons 2 pistes pour travailler ce que vous venez de citer. C'est d'une part, on travaille avec une société qui s'appelle Tekin et qui nous aide avec ses algorithmes et son intelligence artificielle à lisser et à plutôt que de passer des commandes en volume en début de saison, à lisser davantage nos commandes auprès de nos fournisseurs en collant davantage à la réalité de la demande.
et donc en passant plus régulièrement des plus petites commandes. Et donc, par exemple, si on prend telle robe et qu'on voit que le modèle vert ne marche pas et plutôt le modèle rouge et le modèle jaune, ben on va travailler avec notre fournisseur pour justement s'adapter avec agilité sur nos productions et nos commandes. Et donc là, on va vers j'allais dire, des prises de commandes et de production plus vertueuses, au plus proche du besoin du marché. Voilà, ça c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, c'est on a alors là aussi sur plus des initiatives ponctuelles, on teste la précommande, c'est-à-dire que on propose un produit, mais on ne le fait pas fabriquer. On a testé ça avec un sac à main, par exemple, sac à main éco-conçu, et on l'a mis en vente, mais en précommande. Et on a fabriqué que ce qui était commandé. Voilà. Donc, c'est ce genre d'initiatives qui vont dans votre sens, oui. Mais ça, c'est encore, pour revenir à la question précédente, c'est au consommateur de savoir attendre pour son produit. 1 minute. Ah bah, il est 30. Est-ce que j'ai le droit de prendre la dernière question? Personne ne va me répondre. Oui, j'ai promis. Alors, okay. On va prendre. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis Nafissa Goupi, le fondatrice du magazine Décision Durable. J'ai une question pour la Redoute. Nathalie Bala, tout récent, hier, a annoncé que vous allez lancer des collections éco-responsables pour 2025. 2025, c'est demain. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut rêver que même le scope 3, ce sera, on va dire, en Europe? D'une part, donc, je vous ai dit que pour parler de produits responsables, nous sommes très transparents. Nous nous appuyons sur le cahier des charges Go for Good du groupe Galeries Lafayette, qui est un cahier des charges très exigeant. Et l'objectif est au fur et à mesure, progressivement, de cocher le plus de cases du cahier des charges pour dire qu'un produit est responsable. Donc, et nous avons pour ambition d'être à 100% de produits responsables sur nos marques internes en prêt-à-porter en 2022 et en 2025 sur la décoration maison. Ça ne veut pas dire que les produits sont 100% responsables. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique où ils vont être de plus en plus responsables. Et donc... vous dire non, on ne pourra pas vous dire que, vous m'avez dit en 2025, 100% de Made in Europe ou Made in France. C'est irréaliste. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on travaille donc avec nos équipes produits pour progressivement faire de plus en plus de prochains ports de Made in Europe et de Made in France. Mais là encore, il faut trouver les bons partenaires. C'est pas toujours facile, et donc on y travaille, on tend vers cet objectif. Mais non, on ne sera pas à 100% en 2025, c'est sûr. Mais par contre, on sera à 100% produits responsables selon le cahier des charges Go for Good. Merci pour votre transparence et à tous les trois, et merci à vous pour votre écoute. Merci. On les applaudit. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Tous.